petite introduction avant que vous puissiez visionner la vidéo du jour, notre vidéo numéro 10, où cette fois-ci, nous allons interviewer Daniel Arnaud, notre correspondant à Saint-Pétersbourg. Oui, parce que nous avons un correspondant à Saint-Pétersbourg. La Web TV vue du droit ne recule devant aucun sacrifice. Bon, justement, c'est pour ça que je souhaitais faire cette petite introduction, en rappelant que, effectivement, nous essayons de faire un travail de réinformation dans un contexte difficile. D'abord, il y a le déferlement de la propagande des médias systèmes, et deuxièmement, cette réinformation suscite des réactions nombreuses de bandes de trolls, nous amène à figurer sur des listes, à être dénoncé par la grande presse, à être parfois menacé. Hein. J'ai eu quelques menaces de mort sur les réseaux. Ça ne nous empêchera pas de poursuivre. Simplement, je pense que ça rend encore plus important la question matérielle, c'est-à-dire que nous souhaiterions que le travail technique soit de bien meilleure qualité que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert une petite cagnotte dont je répète que l'argent recueilli ne servira qu'à l'amélioration technique, hein, passer un vrai travail de post-production. Merci à ceux qui ont déjà répondu à cet appel. Hein, je leur dirais simplement de laisser un pseudo, quelque chose qui nous permet de dialoguer avec eux, d'abord de les remercier, puis de dialoguer avec eux, hein, pour enrichir leurs propositions, leurs suggestions, etc. Et puis à tous les autres, hein, de bien vouloir éventuellement faire un petit geste, hein, pour nous permettre de faire un boulot dont je pense qu'il est utile, parce que notre pays, malheureusement, s'est mis dans le sillage des États-Unis de façon assez servile, et ça ne me semble pas être l'intérêt de ce pays précisément. Hein. Je pense que la position du général de Gaulle, qui était celle effectivement, par rapport à ça, une neutralité et la construction d'une place spécifique dans le concert international était la bonne. Hein, et je souhaiterais que nous puissions y revenir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, bonne vidéo avec Daniel Arnaud. Démarre, toi. Et Bonjour. Alors, nous voilà de retour dans une actualité particulière, celle qui est relative au référendum dans les républiques autonomistes, qui a abouti à l'incorporation de ces territoires dans la Fédération de Russie, et des cérémonies solennelles qui ont accompagné ça. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de demander à Daniel Arnaud, donc qui réside en Russie, encore dire Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Et là, je ne l'ai pas absolument pas fait exprès. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Donc voilà, de lui demander de nous parler un petit peu de ce qui se passe en Russie. Alors, ma première question, Daniel, c'est celle qui est relative à ce qu'on entend en Occident et en France en particulier, qui est un pays à l'avant-garde de la désinformation. On nous raconte que cette décision de mobilisation partielle, les initiatives prises par le pouvoir de Vladimir Poutine ont rencontré un écho très négatif dans la population russe, que tout le monde essaye de s'enfuir pour échapper à la conscription, et que ce régime, on y reviendra, serait au bord de l'effondrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette présentation des faits? Alors, bon, pour moi, elle est totalement opposée à la réalité de ce que j'observe ici. Il y a effectivement une opposition. Il y a des gens qui sont partis, c'est un fait. Mais si par exemple, en France, on vous a abondamment montré les files de gens qui faisaient la queue à la frontière en Ossétie pour partir vers le Sud-Caucase ou l'Asie centrale.
On ne vous a pas montré, par exemple, les fils l'énorme embouteillage et les files de gens qui faisaient la queue pour rentrer à l'aéroport à Moscou, parce qu'ils rentraient par les vols intérieurs, ils rentraient vers les régions pour rejoindre leur lieu d'affectation. Donc, si on vous avait montré ces deux types d'images, en fait, déjà, il serait apparu qu'il y a une division, qu'il y a une partie de la population qui s'enfuit et l'autre qui rejoint. Alors après, non, c'est le nombre. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de chiffres qui circulent aujourd'hui pour dire le pourcentage des uns, le pourcentage des autres, mais ce qui me paraît relativement clair, c'est que s'il y avait un départ massif, les frontières auraient été fermées. Donc déjà, ça répond déjà à la question. Ensuite, au-delà des chiffres, il y a moi, les témoignages que j'ai enregistrés. Alors déjà, sur la réaction, donc en fait, il y a eu deux événements. Il y a eu ce qui s'est passé à Kharkov, donc le recul à Kharkov, que ce qu'on appelle défaite, que l'appelle reprise stratégique. En tout cas, il y a deux faits, il y a un recul, et une perte de territoire, factuellement. Et ça a provoqué une réaction d'inquiétude. Et un des meilleurs signes que j'ai, qui me permet peut-être de donner une indication sérieuse de la réaction de la société russe, c'est les associations qui font de l'aide humanitaire vers le front, vers les gens qui sont sur le front et vers les gens qui ont pendant des conditions très difficiles de vie dans le Donbass, ont vu leur participation augmenter considérablement. En particulier, il y a une personne que je connais bien, avec qui je suis souvent en contact, qui a créé son association. Elle a dit que le nombre d'adhésions, elle a eu un doublement du nombre d'inscriptions de gens qui viennent pour aider, sport volontaire, que ce soit pour acheter des biens qui sont nécessaires, que ce soit des médicaments, que ce soit des vêtements chauds, etc. etc. De gens également, également il y a des gens, par exemple aujourd'hui, elle me dit, voilà, avant on devait envoyer toute notre aide par train, et bien aujourd'hui on a des volontaires qui font le voyage en camion. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait ils viennent chercher toutes les marchandises qu'on rassemble auprès des volontaires, et bien maintenant ça part en camion. D'accord. Voilà, il y a aussi des cas dans les points de recrutement où en fait les gens viennent se porter volontaires. Alors, je ne saurais pas vous dire l'ampleur, le nombre aujourd'hui. J'essaie d'être très honnête, très factuel, mais le fait est qu'il y a des actes de volontariat pour partir. Et j'ai même l'histoire d'un gars qui était foudrage parce qu'il a été, pour des raisons, voilà, ses compétences, machin, etc. Enfin, il n'était pas pris, parce qu'on ne prend pas n'importe qui, justement, même parmi les volontaires. Apparemment, on filtre. Il y a un certain type de profil qui est accepté, probablement en fonction d'expérience, de compétences, de choses comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais enfin, en tout cas, il y a un filtre. Et ce filtre, et ce gars-là, je veux dire, il a fallu qu'on soit en disant, mais il y aura sûrement une deuxième vague qui partira à ce moment-là, parce qu'il était outré, extrêmement déçu de ne pas avoir été accepté en tant que volontaire. Donc ça donne déjà une autre idée du moral de la société russe, de la manière dont elle réagit. Il y a aussi une chose que je voudrais évoquer ici, c'est-à-dire les termes absolument injurieux et racistes d'un journaliste en France, je ne sais plus lequel, c'est vous qui m'en avez parlé, Régis, et qui parle du corps inerte de la société russe. C'est Libération. Le peuple russe est un grand corps inerte. Voilà. Oui, alors ça, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant que ce soit eux. Quand même, enfin, je veux dire, alors évidemment, oui, il y a des réactions qui ne sont peut-être pas tout à fait dans le sens que souhaiterait Libération, mais comme vous le savez, il y a des endroits où la mobilisation s'est mal passée, où c'était désorganisé. Alors, ce n'est pas la majorité, mais il y a quelques régions, effectivement, où apparemment, c'était vraiment bordélique. Et en fait, il y a un certain nombre de canaux Telegram animés par des gens qui sont sur le front et qui essaient un peu d'informer, donc des journalistes, vous voulez, qui ont en fait ouvert des canaux spéciaux pour que les gens qui rencontrent, donc les mobilisés qui rencontrent ce genre de problème remontent l'information, afin que l'information soit remontée à l'état-major.
Donc il y a donc une prise en charge de ce genre de problème pour les faire cesser au plus vite. Vous voyez, donc voilà, donc ça c'est bon, que voilà, après les auditeurs sont d'accord ou pas d'accord, mais voilà, en tout cas c'est les faits, c'est ce qui est observé. Alors, Ça c'est là. juste, je vous interromps une seconde. Sur la situation, on annonce à une population, on annonce à un peuple que, bon, voilà, on fait la guerre, on va mobiliser, y compris les conscrits, hein, c'est pas rien, on sort du cadre des Ouais. contractuels. Face à ça, est-ce que, oui, il y a eu des inquiétudes, c'était contradictoire, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quand même, globalement, une acceptation et, Ouais. alors je ne vais pas utiliser le terme élan, mais est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature? Alors oui, comment dire, je n'ai pas observé, je ne sais pas, enfin, quelque chose qui serait équivalent, ce qui était d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs en fait une réécriture de l'histoire, ça on le sait, mais quand on vous décrit par exemple les conscrits partant la fleur au fusil en 14, donc on dirait ce grand élan populaire qui est faux. Alors, mais bon, si on veut parler de ça, non, ça, effectivement, il n'y a pas ce type de réaction. Je dirais plutôt, il y a une acceptation dans la gravité. Bon, il faut y aller. Comme en 14 pour la France. Donc, voilà, voilà, il y a le sentiment que, ben, oui, en fait, on n'a pas le choix. Il faut défendre la Russie parce que sinon, le danger, c'est qu'elle disparaisse. Donc, le sentiment d'un danger existentiel, il est présent dans la population. Et donc, les gens y vont. Alors, moi, j'ai posé des questions justement à des gens qui, eux, sont en contact avec les jeunes qui sont appelés. Ils disent, oui, ils ont la pétoche. Je veux dire, ils ne cachent pas que. Enfin, ils le disent, ils ne le montrent pas, mais ils le disent éventuellement, et on serait anxieux à moins, d'accord. Mais voilà, c'est une espèce c'est pas justement une résignation, c'est plutôt une résolution. Une résolution forte, ben, il faut y aller. Donc, on n'échappera pas à cet appel et on y va. Et de la même manière pour les. J'ai vu des interviews enfin, oui, pas des interviews, mais des réactions de maires sur les canaux Telegram, etc. Et enfin, on sent d'ailleurs, c'est une forme de très grande dignité parce qu'il y a l'angoisse qui est palpable dans le son de la voix, dans le regard, et en même temps, ouais, il faut y aller. Quoi. Le fait, on va pas essayer de faire échapper le fils qu'on a élevé, etc., le faire échapper à ça. Donc, oui, il faut répondre à l'appel du pays. Donc, bah oui, je suis dans l'angoisse, mais mon fils y va et c'est bien. Alors, C'est ça j'ai une qu'on voit. question là-dessus. Je vous interromps encore. Concernant justement, il faut y aller, très bien. Qu'est-ce qui est dominant? Est-ce que c'est peut-être équivalent, hein? Est-ce que c'est la volonté d'aider les frères slaves du Donbass? Parce qu'on a beaucoup entendu parler de ces reproches qui étaient faits dans le Donbass, bien sûr, mais aussi en Russie, au gouvernement russe de ne pas être intervenu plus tôt pour les aider, ou est-ce que c'est le sentiment que l'existence même de la Russie est mise en cause par l'Occident? Alors, je pense que c'est les deux. Et en fait, c'est les deux pour des raisons. Je ne me suis pas posé la question dans ces termes-là, mais c'est tellement évident. Dans ce qu'on entend, dans la manière dont les gens s'expriment, etc., pour moi, c'est évidemment les deux. Et ça, c'est pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que quand même, je veux dire, il faut quand même imaginer que les Russes ont vu pendant 8 ans le bombardement de gens qu'ils considèrent comme des frères, c'est-à-dire les gens du Donbass et de Lugansk, en observant en même temps que c'était le mur du silence en Occident. Et comme ils se souviennent bien que dans d'autres occasions, l'Occident s'est enflammé pour tout un tas de causes, je veux dire, en effet, ils se rendent bien, ce sentiment d'injustice, de double standard, il était très présent dans la population. Et quelque part, c'est surtout aussi quand vous voyez bien que ça ne sert à rien. Je veux dire, vous n'obtiendrez pas le soutien de l'Occident pour faire cesser ça. Alors, il faut qu'on y aille.
D'accord. Et en effet, il y avait une part de la population, ça se sentait très très bien. Ils disaient, ouais, qu'est-ce qu'on attend, quoi? On ne peut pas laisser nos frères sous les bombardements, avec régulièrement des morts, avec des blessés. Et il faut savoir, quand même, il faut imaginer, c'est vraiment comme si il y avait la guerre entre deux parties d'une région de France, et que régulièrement vous entendiez parler de gens qui sont de Français qui sont bombardés, et que personne ne vient à leur soutien, quoi. D'accord. Donc cette connaissance, parce que les familles sont liées, etc., je veux dire, diffusait dans la société russe entièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prégnant pendant 8 ans. Alors, sur la Et menace existentielle, alors. ben non, mais sur la menace existentielle, je veux dire, à partir du moment où on a balancé toutes ces sanctions, à partir du moment où tout l'Occident d'un coup réagit d'une manière extrêmement, d'une manière extrême, ce qui n'a pas eu lieu dans les autres conflits, évidemment que les Russes disent, en fait c'est vrai, ils veulent nous détruire. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, la manière dont a agi l'Occident, et maintenant on sait pourquoi, il suffit de lire Jacques Beau, c'est-à-dire que l'idée c'était de faire s'effondrer l'économie russe. Donc cette espèce d'unanimité à appliquer immédiatement un nombre invraisemblable de sanctions, et en plus en claironnant, souvenons-nous de Bruno Le Maire, on fait la guerre totale économique à la Russie. Je veux dire, à l'évidence, je veux dire, tout le monde se dit, bah oui, en fait, c'était pas de la propagande politique, c'était pas une manière de nous bourrer le mou. Non, effectivement, l'Occident veut notre perte, il veut notre destruction, comme, voilà, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont souvenus des différentes choses qui avaient été écrites par les Américains au cours des dernières décennies sur le sort qu'on voulait réserver à la Russie. En plus, c'était connu, parce que comme je vous le disais, je crois que j'ai dû dire ça dans une de mes dans la première vidéo qu'on a faite ensemble, le fait que les étudiants, n'importe quel étudiant en sciences politiques ou en géopolitique en Russie, se doit, dans la première année, de lire le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, pour savoir en fait quelle est la position des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Bon. Par conséquent, ça, aujourd'hui, c'est complètement diffusé dans la conscience russe, et par conséquent, les deux motivations ici jouent. Aussi bien venir au secours de frères de russes, même pas seulement slaves, parce que les Serbes sont des frères slaves, mais de frères russes, et de défendre le pays contre un danger existentiel. Alors, Les deux sont mêlés, quoi. vous parlez, Daniel, de la propagande. Alors, on est en guerre, hein, on est en guerre, opération spéciale ou pas, c'est une guerre. Donc, le problème, c'est que il y a un déferlement de propagande que j'ai jamais vu, hein, je le dis déjà à plusieurs reprises, en Occident, et malheureusement, la France est le pire des mauvais élèves dans ce domaine, dans son rapport à la vérité. Mais bien évidemment, du côté russe, il y a sûrement de la propagande. Hein. Moi, j'ai eu le sentiment que les Russes se désintéressaient de l'Occident, mais d'ailleurs, ça a été dit par Lavrov, ça a été dit par Poutine, vous ne nous intéressez plus, on a des amis de l'autre côté en Asie. Comment ça se passe? Alors, ma première question, c'est comment cette propagande dont je viens de parler et dont vous avez parlé, cette propagande occidentale, est répercutée en Russie avec ses excès? Elle est répercutée par tout un tas de canaux. Ça peut être les organes de presse qui signalent ces excès. Cela peut être également des canaux de Telegram, des gens qui relatent ce qui vient de l'Occident. Donc, en effet, les gens sont au courant. Les gens Est-ce que c'est savent. Les utilisé? gens Est-ce que savent. c'est utilisé? Est-ce que du genre, vous voyez bien, regardez ce qu'ils disent de nous, hein, ce sont nos ennemis. Bien sûr que c'est utilisé. Euh, mais j'ai presque envie de dire, vous savez, en termes de propagande, les Russes, ils sont complètement nuls. C'est totalement nul.
Je veux dire, non, mais je veux dire, déjà, vous voyez leur communication vers l'Occident, je veux dire, elle est catastrophique. Je veux dire, enfin, en termes de, ils n'ont ni les moyens, et ni, je pense, les compétences même que les États-Unis, au cours du temps, ont développé pour, quelque part, retourner la tête des gens, quoi. Il faut quand même reconnaître que, vous savez, bon, bah, je veux dire, ce sont Edward Bernays était américain, et c'est pas un hasard, quoi. Je veux dire, je veux dire, ils ont aujourd'hui les outils de propagande les plus sophistiqués. C'est vraiment ça, c'est du high-tech, quoi. C'est plus la propagande de papa, ou voilà. Donc que ce sont les médias, c'est toute la scène artistique, c'est tout ça, tout est intelligemment utilisé pour favoriser la pénétration des points de vue américains dans les populations. Les Russes sont très très loin de ça. Enfin, c'est même, enfin, je veux dire, il y a même beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Et je dois vous dire que j'ai été en contact à un moment donné avec des gens qui, en fait, étudiaient le soft power et voulaient essayer d'améliorer les techniques de soft power de la Russie, et qui disaient, le problème, c'est qu'on n'a pas un interlocuteur, ils ne comprennent pas. On a affaire à des gens au niveau de l'État, donc qui ne comprennent pas comment on peut utiliser ces outils. Alors attendez, Donc, il y a, donc, si vous voulez, non, oui, je veux je dire, c'est voulais dire, qu'elle la propagande vis-à-vis de l'Occident, d'accord, mais je pense que ouais. moi j'ai le sentiment que ça doit peut-être erroné, que ça ne doit pas trop les intéresser. Mais sur l'utilisation, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont peut-être vis-à-vis de leur propre population, ils n'ont pas très envie de se fatiguer parce que la répercussion de ce qu'on raconte, quand vous enregistrez les chaînes d'information, vous avez le général Yakovlev qui vient, mais qui dit n'importe quoi, puis bon, je veux dire, suinte le racisme anti-russe, etc. Je pense que c'est pas la peine de se fatiguer. Il suffit de se servir de ça pour dire, Oui, voilà, regardez comment. exactement. Je veux dire, c'est que le meilleur outil de propagande interne que la Russie possède aujourd'hui, c'est notre connerie. Je veux dire, pour moi, non, parce que je veux dire, quand, voilà, le nombre de stupidités, est-ce que vous vous rendez compte ce que l'impact d'une nouvelle, on a interdit l'étude de Dostoïevski, je crois que c'était à Barcelone, hein, je peux me tromper. Je crois que Non, en c'était Italie, je crois, c'est bon, en Italie. en Italie, oui, voilà. On sac Gergiev, un des plus grands, un des plus grands chefs d'orchestre de sa génération. Enfin, le type, il a même décoré de la Légion d'honneur. Enfin, bon, et on le sac parce qu'il a refusé. C'est pas qu'il s'est exprimé en faveur de l'action de la Russie, c'est qu'il a refusé de la condamner et on le sac. Mais c'est formidable. Il n'y a plus besoin de rien faire. Vous faites juste, vous taisez, c'est tout, c'est là. Les gens observent. Vous assurez juste que ça arrive à la connaissance du public russe, puis c'est tout. Voilà, après, vous attendez. Et vous n'avez plus besoin. Bon, après, si, il faut quand même évoquer, vous savez quand même, quand on vous parle de russophobie, vous voyez que c'est vrai. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Puis après, il y a aussi eu, n'oubliez pas non plus, qu'il y a aussi eu alors ça, c'est au niveau des citoyens, je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'en tant que citoyen, on peut avoir une responsabilité. Mais ceux qui, au début, alors c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais au début, insultaient les gens qui parlaient russe dans la rue, etc. Vous savez, il y a des cas comme ça, mais tout ça, ben ça, je veux dire, les gens à qui c'est arrivé, ben, ils en parlent sur les réseaux sociaux, et puis ça fait le tour du pays, vous voyez. Donc, je veux dire, les manifestations stupides de gens qui n'avaient absolument rien compris au conflit. Je t'ai exprimé là-dessus d'ailleurs sur les gens qui descendaient avec le drapeau ukrainien. Je disais, attendez, mais c'est une guerre civile, il faudrait descendre avec les deux drapeaux et demander plutôt à notre diplomatie de faire ce qu'il faut pour rétablir la paix le plus vite possible plutôt que de jeter de l'huile sur le feu. Mais ce genre de manifestation, je veux dire, voilà, c'est tout. Vous avez, bah oui, ils nous haïssent. Donc voilà, donc c'est notre propre stupidité est probablement aujourd'hui le meilleur outil de propagande de guerre, on va dire, pour la Russie aujourd'hui. Alors justement, bon, toutes les imbécilités qu'on entend partout sur les systèmes médiatiques Ouais.
nous ont dit, voilà, la mobilisation, c'est catastrophique. Libération a parlé du grand corps inerte de la société russe, par conséquent du peuple, bah voyons. Hein. Donc, il y a eu des événements, il y a eu donc les référendums, il y a eu les signatures des différents documents juridiques et l'intégration donc de ces républiques à la Fédération de Russie. On a vu un grand événement patriotique, manifestement. Hein. Nous, on a perdu l'habitude, hein, en France en particulier. On a perdu l'habitude. Les Britanniques, avec les obsèques d'Elisabeth, viennent montrer qu'ils étaient encore capables de faire des magnifiques cérémonies hein, patriotiques, parce que c'est une cérémonie patriotique. Nous, on ne sait plus trop faire ça en France. Et donc, c'est considéré comme du fascisme, en fait. En France, oui, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les âneries de cette petite bourgeoisie, mais en revanche, c'est quand même, je veux dire, c'est très net, moi, ce que j'ai pu voir, y compris que les chaînes d'infos françaises l'ont diffusé, le discours de Poutine et la fête en partie, hein, la fête sur la place rouge qui était assez impressionnante quand même. Comment c'est vécu et perçu? Est-ce que justement ça, il y a une vibration, il y a des musiques, etc. Bon, on sait très bien qu'il faut faire attention hein, à la façon dont on organise ça, mais moi j'ai eu le sentiment d'un grand élan patriotique, mais de l'extérieur et loin. Oui, alors je pense que là, franchement, là, il y a effectivement il y a une vraie adhésion de la population. Il y a sûrement des oppositions. Hein, alors, c'est très frais, donc c'est vrai que je peux pas encore, je peux pas trop détailler, mais en gros, quand même, il y a une vraie adhésion de la population parce qu'encore une fois, au bout d'un certain temps où on entend parler d'exactions répétées, il y a un moment donné où il y a une attente. Une attente, il faut qu'on on ne peut pas les laisser, on ne peut pas laisser ces populations, on ne peut pas les trahir, si vous voulez. Alors, pas possible de les trahir. Vous savez, quand même, ce qu'entendaient le plus les gens qui sont allés, et tous les gens que je connais, qui sont allés de Saint-Pétersbourg, qui sont allés dans le Donbass pour des raisons X ou Y depuis le début, depuis que la Russie est intervenue, ce qui revient le plus souvent, c'est tous, ils nous disent, c'est bien que vous soyez là, vous auriez dû venir plus tôt, ça fait trop longtemps qu'on vous attend. Et ça, ce sentiment-là, il a diffusé dans toute la société, si vous voulez. Alors ça, l'importance hein, de ces événements, l'impression qu'on peut avoir si on suit un peu du soutien de la population russe, nous renvoie à deux questions que j'aimerais qu'on aborde avant de terminer. La première, c'est effectivement ce qu'on raconte en Occident, Poutine est au bord de l'effondrement. Alors avant il était malade, avant il était ci, etc. Et là maintenant son régime va s'effondrer. Hein. Qu'en est-il du soutien? Et la deuxième question, c'est à partir de ce que vous venez de dire, il fallait y aller. Il y a une menace existentielle. Quelle est parce que Poutine, moi, vous me l'avez déjà dit, hein, c'est un centriste. En fait, il arbitre entre différents courants. Son discours était très dur vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des États-Unis, l'Occident et des États-Unis, mais les États-Unis en particulier. Quelle est la force du courant belliciste? Parce que je sais qu'il y a un courant belliciste assez fort en Russie. Donc, ma première question, hein, c'est sur le soutien, et ma deuxième question, c'est sur la force de ce courant belliciste. Alors, en fait, bon, si vous voulez donner une réponse complètement factuelle, il faudra avoir des sondages que je n'ai pas. Il faudrait qu'il y ait un sondage. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont parce que, comme toujours, comme nous, on avait je ne sais plus les renseignements généraux, mais qui sondaient la population discrètement et qui savaient, grosso modo, ce que les gens pensaient. Je pense que l'information existe, mais elle n'est pas diffusée. Et je pense qu'elle n'est pas diffusée probablement pour des raisons je dirais que dans une grande majorité, les gens sont aujourd'hui plus bellicistes que le pouvoir en place, plus bellicistes que l'équipe de Poutine. Donc voilà. Bon, par contre, si vous voulez,
moi, ce qu'on peut quand même, il y a quand même on peut quand même essayer de voir, par exemple, on voit par exemple le Parti communiste, bon, qui a quand même des pourcentages assez importants de 20-30%, bon, ben, normalement, selon les élections, parfois sur des régions, parfois plus, etc. J'ai dit, certains jeux peuvent arriver à 40%, enfin bon. Le Parti communiste de Russie est quand même sur une ligne plus dure. Voilà. Et donc, on peut penser qu'il y a une bonne partie de ses adhérents qui suivent qui vont suivre cette ligne. D'accord. Donc, voilà, je pense que je pense que le courant je ne pourrais pas vous dire, voilà, il y a 60% non, ça je ne peux pas le dire, mais je pense que quand même, enfin, et on l'entend souvent, enfin, il y a un courant fort pour taper plus durement. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur le discours de Poutine et sur ce qu'il évoque. Donc, en fait, ce qu'il évoque, c'est la rupture. Alors, ce qu'il dit, c'est, en fait, il reprend, il dit rien de nouveau. Si on prend, je dirais, la Russie d'ensemble ou l'administration russe dans son ensemble, je veux dire, en fait, on pourrait presque dire que le discours est fait de clips, de choses qu'on a entendues, mais dans des cercles un peu plus éloignés du pouvoir. Donc, en fait, c'est très largement des opinions qui prévalent dans les cercles du pouvoir, mais à un moment donné, mais voilà, lui, Poutine, dans sa représentation, ne disait pas les choses aussi brutalement et aussi clairement avant. C'est-à-dire qu'il pouvait évoquer, mais il évoquait ça plutôt auprès d'audiences réduites, dans des, je sais pas, dans des circonstances bien particulières, en plus petits comités, sur les valeurs familiales, etc., face à la diplomatie des minorités sexuelles. Ce genre de choses. Là, il a été complètement direct, ouvert, crac. Mais c'est des discours qu'on entend régulièrement en Russie et même à assez haut niveau. Donc, c'est pas surprenant. On sait que c'est grosso modo la position du gouvernement russe. D'accord. La rupture avec l'Occident, elle est évoquée déjà depuis un moment. Et en fait, là encore, c'est le fait qu'ils le disent. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'ils le disent dans un événement public dont on sait qu'il est rediffusé dans le monde entier. Mais on a entendu, par exemple, par la voix de Lavrov, le fait que l'Occident n'est devenu pas sobre, ça veut pas que ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas, je ne sais pas comment ça traduire exactement, enfin, que l'Occident est incapable de passer des accords. D'accord. Ça, il l'a déjà dit. Lavrov l'a dit directement. Nos collègues occidentaux ne sont pas capables de se tenir à un accord. Alors, aujourd'hui, c'est un peu la différence, c'est que d'un coup, ça a été dit dans un contexte complètement public, ouvert, et dans un moment où tous les regards médiatiques étaient portés sur la Russie, et du coup, on ne peut pas le cacher et on est obligé d'en parler. Mais on aurait aussi bien pu, les médias auraient aussi bien pu sonner la sonnette d'alarme en disant on est en train d'arriver au point de rupture avec la Russie quand Lavrov s'exprimait sur le même temps. Vous voyez. Donc ce discours très dur, oui, enfin sur un ton qui est très dur, mais en fond, si on prend ce qui est dit, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et c'est plus une réaffirmation, et ça, c'est pas négligeable dans un contexte qui est très particulier. Alors, c'est une synthèse de la dureté, quoi, si je comprends bien. Hein, effectivement, voilà. moi Lavrov était un diplomate à l'ancienne, hein, avec beaucoup de nuances, beaucoup de mesures. Bon, de l'autre côté, on a notre ami Medvedev, hein, qui était considéré comme le libéral pro-occidental et puis qui a des discours extrêmement durs. Hein. Donc, on a effectivement une situation que vous décrivez, qui est celle d'une détermination. C'est comme ça que je le ressens, Daniel, une détermination avec une perception du caractère totalement hostile de l'Occident. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de sondage. Si, il y a des sondages concernant le soutien à Vladimir Poutine. Il y a.
il y a de structures indépendantes, en Occident c'est reconnu, hein, et qui Oui. lui ont fait gagner 10 ou 11 ou 12 points après Il est à l'intervention. 80%, oui, Il est à il est à quelque chose comme… 80% de soutien. Euh, Oui. donc, bon, alors on peut. Parce que dans Oui, la mais votre propagande. question était plus nuancée. Votre Oui, question oui, oui, était, vous oui. voyez, c'est voilà. Donc Ah, non, là, non, non, par contre, non. là, j'ai pas, Mais tout voilà. à fait. Non, mais je voulais amener cette précision, absolument. Absolument, non, non, mais c'est pour ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on a effectivement aujourd'hui une situation qui est une situation, et je crois que c'est vous qui avez utilisé le mot, une situation de rupture. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est tourné et que effectivement, ce qui s'est passé depuis 2, 3 jours, cette grande fête patriotique, avec une détermination et une certaine gravité, c'est pas la fleur au fusil, hein, mais je pense que pour la guerre, ça ne l'est jamais. Mais je veux dire, la rupture est consommée. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Hein. Moi, je suis désolé. Pour ce qui me concerne, je trouve ça malheureusement un peu catastrophique. Alors, ma dernière question, ça Ah va oui. être face à ce tournant vers l'Asie. Hein, c'est vous qui me rappeliez tout à l'heure le vote au Conseil de sécurité de l'ONU où 3 pays, sur une proposition de condamnation de l'annexion, 3 pays, c'est une annexion, je me répète, hein, donc pour ce qui me concerne, hein, 3 pays se sont abstenus, c'est-à-dire en fait, on laissait passer, on a accepté cette annexion, c'est une résolution présentée par les États-Unis, et en particulier, moi, qui m'a fait sursauter, c'est le Brésil de Bolsonaro qui s'est abstenu. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est de voir ce rapport de force. Comment c'est perçu le fait, parce que le fait, l'Occident ne nous aime pas, l'Occident dit n'importe quoi sur nous, nous méprise, veut nous combattre, et on n'est plus amis avec eux. Je ne pense pas que ce soit si facile que ça, peut-être. Hein, je me trompe, mais les rapports avec l'Occident, il y a toujours eu un occidentalisme, l'occidentalisme russe en Russie. Qu'est-ce qu'il en est de ce tournant vers l'Asie et vers une Asie qu'on connaît, je suppose, pas très bien non plus. Bon, en Occident, on ne la connaît pas, hein, mais qu'en est-il de l'opinion publique en Russie, de ce tournant? Alors là, en fait, j'aurais un peu de mal à vous répondre parce qu'il est vrai que bon, d'abord, encore une fois, je veux dire, si on avait un tout petit peu fait attention à la scène politique russe, à ce que disait Vladimir Poutine, on avait vraiment étudié et écouté ses discours. Bon, en fait, le rapprochement avec la Chine, ça fait déjà un bon moment qu'il dure. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'est pas fait en Ouais. un claquement de doigts. Et en fait, c'est depuis… je pense que en fait, il y a un rapprochement avec la Chine stratégique depuis et un investissement dans les SCO, dans les BRICS, dans toutes ces autres organisations. Donc en fait, c'est une politique qui a été engagée il y a longtemps, à long terme. Je pense depuis 2010, depuis 2007, depuis le fameux discours de Munich, d'accord, où Poutine pour la première fois appelle un monde multipolaire de ses voeux. C'est-à-dire qu'en fait, il a compris à ce moment-là, il a acté le fait que, en fait, bon, vis-à-vis de l'Occident, où on est un vassal ou on est un ennemi. Donc, je veux dire, il prend acte et il change de stratégie politique. Et moi, je sais qu'il y a, mais ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais que il y a quelques années, enfin, je dis n'importe quoi, 4, 5 ans, voilà. Quand les gens en parlaient, donc ça ne devenait quand même pas de temps. Oui, il y avait vraiment un rapprochement avec la Chine, on se retournait vers la Chine. Voilà, même au niveau du tourisme, on essayait de faire venir des touristes chinois, etc., etc. Et les gens étaient quand même un peu sceptiques. Hein. Ils disaient, ouais, mais bon, les Chinois, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et puis, quand même, on est culturellement plus proche de l'Europe, etc. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir, en fait, une forme de dichotomie entre ben, le culturel et et l'économique. Avec quand même une nuance que je voudrais amener, c'est que, en fait, à partir du moment où on a commencé à faire de la culture européenne en fait un relais du wokisme, pour faire court, mais vous voyez de quoi je veux parler, de tout ce genre de valeurs qu'on a décidé maintenant d'imposer, bon, en particulier la diplomatie, la diplomatie des minorités sexuelles.
on s'est aliéné sur le plan culturel énormément de populations autour du monde. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des sondages en disant, mais qu'est-ce que vous penseriez de... Et c'est unanime. Tous les gens me disent, oh mon Dieu, oui, 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 non, on ne veut surtout pas de ça chez nous. D'accord. Je n'ai pas une personne en Russie qui m'ait dit, ah ouais, pourquoi pas. D'accord. Donc ça, j'ai fait le test. J'ai fait ce test-là il y a quelques temps. Il y a quelques mois, j'avais fait ce test-là. Avant l'opération spéciale. C'était vraiment, on est encore dans un contexte paisible. Okay. Et immédiatement, c'était... donc, je pense que, du coup, il y a un détachement aujourd'hui de la part de la population russe de ce qu'est devenu l'Europe. Et je veux dire qu'à ce niveau-là, j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans ce type de diplomatie qui est absolument catastrophique et qui, en fait, je peux vous dire, parce que je pense que c'est pareil en Chine, c'est pareil dans pratiquement tous les pays du monde, hors l'Occident, je veux dire, ce type de valeur est rejeté, et par conséquent, quand on les promeut comme élément de notre culture, on est en train de perdre la diplomatie culturelle. C'est un désastre. Ça, c'est un véritable désastre. D'accord ? Bon, merci pour tout ça, Daniel. Je pense que c'est extrêmement éclairant. Et puis surtout, c'est un autre point de vue qui nous vient directement de Russie, de la part d'un Français. Et donc, bon, je vais dire à suivre. On va continuer, y compris avec Daniel, parce que tout ça va se poursuivre. Bien, eh bien, merci et à très bientôt. Merci.